Faderi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Myriam Chermer, merci à vous Myriam. Et puis au Maroc et à Paris respectivement, Hakim Arif et Michael Darmon, bonsoir à vous. Messieurs, Faderi, je voudrais qu'on commence à vous connaître un petit peu de façon plus intime. Vous êtes maman de 9 enfants, grand-mère de combien d'enfants ? אני לא סופרת. De petits enfants, femme de rabbinite, éducatrice, femme de Madame Derry. C'est quoi le qualificatif de tous ces mots-là qu'on vient de mentionner qui vous convient le plus, qui vous comble le plus? Eh bien, ce qui me comble le plus, Yafaderi, tout simplement, et je suis l'épouse de, et j'en suis très fière. Je suis très fière d'être l'épouse de mon époux. Alors justement, c'est super intéressant que vous répondiez ça parce que il y a quelques semaines, on a vu dans un journal israélien, Yediot Achronot pour ne pas le citer, Aryeh Deri qui dit ma femme préfère que je prenne le portefeuille des finances, je fais ce qu'elle me dit. Moi, j'aimerais bien que mon mari parle comme ça. Alors, vous voulez que je parle avec votre mari? Dites-le-moi. Vous voulez que je vous donne la recette? C'est un gimmick pour essayer une opération de séduction, une opération de charme, ou c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer? Vous le secondez, vous l'aidez à prendre certaines décisions qui sont compliquées à prendre? Je vais mettre les choses en ordre. Non, je n'interviens pas dans les décisions de mon mari. Je suis impliquée dans ce qui se passe, il m'en parle, je l'écoute, je le soutiens, je peux donner mon opinion, c'est toujours bien de l'entendre. Mais généralement, et Dieu merci, c'est comme cela, nous pensons généralement la même chose. Et en grande ligne, il a une réflexion beaucoup plus approfondie, il comprend beaucoup plus largement les choses. Mais au moins je sais sur quel terrain il joue. Et donc je suis impliquée, je peux expliquer et exprimer mon opinion. Je ne suis pas coupée de la réalité, certainement pas. Mais je ne décide rien. Il l'a dit pour me flatter très gentiment, de dire c'est ce que ma femme dit. Mais oui, c'est vrai, on en a parlé. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas parlé de ce que j'en pense sur le ministère des Finances, du ministère de la Défense. Nous savions que le ministère de la Défense, il y a là des gens qui sont plus proches de ce ministère que lui. Et j'ai déjà expliqué à divers endroits qu'en effet, il mérite, il pourrait effectivement être un excellent ministre de la Défense parce qu'il siège au cabinet de sécurité depuis des années. Il comprend très bien les choses. Il a été avec beaucoup de premiers ministres qui ont pris conseil auprès de lui. Donc, il connaît les sujets. Mais à partir de là, prendre une telle responsabilité par rapport à autre chose où vous avez l'impression d'être plus près du public qui vous a élu. Donc encore une fois, je ne fais qu'exprimer mon opinion personnelle sans rien déterminer. Ensuite, chacun en prend ce qu'il désire pour comprendre les choses plus avant. Voilà, c'est plus ou moins la situation. Alors, en tant qu'instigatrice, est-ce qu'il y a certains éléments dont vous lui avez dit qu'il serait important qu'il développe? Par exemple, on va en reparler de façon un peu plus large tout à l'heure, mais la place de la femme au sein du parti chasse ou d'autres éléments que vous lui avez un peu susurré à l'oreille en lui disant « Allez, là maintenant, c'est le moment, il faut lancer ce sujet-là ». L'implication des francophones dans la dernière campagne, elle a été importante, elle a été forte. Ce genre de thème. Oui, en effet. Je ramène ces choses-là à la maison. Je rencontre beaucoup de femmes et de femmes très très intelligentes, des femmes qui réussissent. Et je pense que lors des dernières élections, pas les dernières élections, mais bien avant, quand j'ai exprimé ce que je vois sur le terrain, à savoir que les femmes aujourd'hui ont un apport très important pour la vie publique et aussi pour la vie publique des étudiants, de ceux qui peuvent plus apprendre en avant dans le domaine juif. Et donc, il y a une force féminine très importante et il faut l'utiliser. Et bien sûr, on l'a toujours su. Mais je crois que ces dernières années, cela s'exprime de manière plus forte et cela a fait ses preuves aussi sur le terrain. Alors,
Alors ça, bien entendu, j'aime bien le dire, je lui ramène ses remontées du terrain et puis je lui montre des exemples. Je lui dis, regarde cela, regarde celle-ci, elle est directrice générale, celle-ci pourrait faire cela. Alors dans des domaines très variés, et d'ailleurs grâce à cela, cette fois, lors des dernières élections, mon mari a déclaré ouvertement qu'il y aurait une représentation féminine dans divers domaines, dans des commissions de la Knesset, où des femmes spécialisées dans divers domaines pourraient venir à la Knesset, dans les commissions et dans les partis. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, aux partis. On peut imaginer une députée chasse dans les rangs de la Knesset bientôt ? Non. Non. Vous voyez, je fais une différenciation totale. C'est pour ça que je parle avec toute la certitude que j'ai. On m'a souvent posé la question à plusieurs reprises. On a essayé de me parler d'une députée et j'ai toujours répondu, écoutez, nous avons la religion de la Torah. L'opinion de la Torah nous dit non. Mais comprendre que il y en a qui essaient tout le temps de nous acculer dans le coin. En fait, être député, ça n'est pas l'essentiel. Être député, cela n'est pas là pour résoudre toutes les problématiques. Il y a tant de choses que les femmes font et peuvent faire sans être députées et avec une beaucoup plus importante influence. Moi, je ne suis pas députée, vous voyez, et pourtant j'ai beaucoup de choses à mon actif. Je n'ai pas besoin d'être députée, je suis satisfaite de ce que je fais et beaucoup de mes amies et celles qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont une énorme influence sans être à la Knesset. Alors pourquoi vouloir rentrer dans cette niche-là, sur ce créneau? Et je dis parfois, chez les laïcs, vous savez, vous avez rempli tous les sièges des femmes à la Knesset. Eh bien, même les laïcs me disent, eh ben non. Alors pourquoi est-ce qu'on demande ça aux orthodoxes alors que nous agissons sous les auspices de la Torah? Vous n'avez pas encore amené suffisamment de femmes en tant que laïcs, alors que nous qui obéissons à la Torah et que nous suivons ses préceptes, alors pourquoi c'est à nous que vous venez poser cette question de manière provocative sur ces femmes orthodoxes dans ce domaine? C'est pas forcément provoquant, c'est pas pour provoquer et c'est pas par féminisme outrecuidant, c'est pas ça l'idée. Mais le fait de dire, comme vous le dites, qu'il y a un potentiel féminin très important, que les femmes elles savent peut-être dans certains domaines faire mieux ou différemment avec leur sensibilité que certains hommes, et que là on a vu un marasme politique énorme dans lequel peut-être les femmes elles avaient leur rôle à jouer, elles avaient leur façon de faire sortir le pays de ce marasme. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait attendu plus de femmes de ce milieu, justement, de cette communauté. Astérie. Écoutez, d'abord, je dis et répète, il y a beaucoup de domaines que l'on peut voir en action et c'est pas forcément aux avant-postes. Et donc, parfois, en coulisses, on peut avoir une influence beaucoup plus positive qu'en étant au devant de la scène. Et sans en discuter, je suis très prudente. Je ne veux pas donner d'exemples dans le monde, dans toutes sortes de types de publics où on ne pose pas ces questions parce que les choses sont admises. Et là, il y a une espèce de provocation qui se passe. Les femmes intelligentes, les femmes le sont, elles peuvent influer et en fin de compte, nous voulons arriver à des résultats. Et dans les faits, justement, nous, surtout chasse, ultra-orthodoxe, nous avons fait la preuve que quand nous faisons les choses de notre propre volonté, avec notre conception, au moment où cela convient, en temps voulu, eh bien, nous avons maintenant, par exemple, pris beaucoup de femmes et nous avons lancé une campagne féminine même pour que les femmes puissent arriver, chacune se présente. Je sais que beaucoup de femmes se sont présentées à moi qui sont extraordinaires et je les amène à la table du travail, comme on dit, pour qu'elles puissent remplir certaines fonctions. Et c'est formidable, c'est extraordinaire et en fin de compte, une femme veut être significative. Et donc, si c'est à cela qu'on arrive, et
c'est cela qui donne satisfaction. Et donc, toutes sortes d'organisations ont essayé de nous provoquer dans ce domaine. Et ça n'a été bon pour personne, finalement. C'est nous qui devons être responsables de nous-mêmes et personne ne viendra chez moi pour me dire comment gérer ma maison et comment gérer non plus mon mouvement. Alors, pas forcément de position sur le devant de la scène, dirons-nous, mais oui, en coulisses. Myriam, une réaction à ce que l'on vient d'entendre de la part de Yafa Lery. Il y a d'autres courants, par exemple Ayelet Shaked, qui n'est aujourd'hui plus dans la Knesset, mais quand elle était à la tête de Yamina, pas seulement cette fois-ci, mais en 2020 aussi, il y a quelques années, où il y avait vraiment, je sais que ce n'est pas les mêmes rabbins, mais il y avait vraiment des rabbins qui ont dit 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, voilà pourquoi, pour moi, il est acceptable, religieusement parlant, qu'une femme soit là où elle est. Est-ce que vous pensez que un jour, peut-être, le public ultra-orthodoxe dira finalement, pourquoi pas? Est-ce qu'on va se rejoindre religieusement parlant? Écoutez, on va, cette longue question, on l'a divisée en deux. Il y a cet aspect-là, Ayelet Shaked et ses collègues des diverses communautés, par exemple les juifs nationaux religieux, etc., qui ont leurs rabbins et nous respectons tous les rabbins, mais ils font partie de cette communauté-là, leurs rabbins leur ont permis et je pense que c'est très bien qu'ils aient obéi à leurs rabbins. Chez nous, ça n'est pas le cas. Et la deuxième partie de la question, est-ce que le jour viendra? Je ne sais pas. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons la Torah et la Torah nous donne une perspective très large sur le long terme. Et la Torah a très bien compris, je pense, plus que nous ne sommes capables de le faire ici et maintenant. Donc, on verra plus tard. Mais moi, je peux vous dire que si on me parle de moi, je vous dis, moi, non. Moi, c'est mon choix, c'est un choix que j'ai fait. Je pense que quand une personne fait son choix et choisit pour lui, je fais partie d'une certaine communauté que j'ai choisie et je m'y sens bien. Je ne peux pas la répartir en plusieurs parties différentes. C'est un ensemble que cette communauté où je me sens bien. Celui qui ne s'y sent pas bien, parfois certaines femmes, il y a eu des cas où des femmes ultra-orthodoxes sont parties en disant on veut être élu ou pouvoir élire. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce sont des femmes qui sont frustrées pour certaines raisons et je comprends certaines d'entre elles. Elles sont très intelligentes, très douées et elles n'ont pas réussi à trouver leur satisfaction dans leur action. Et donc, c'est très possible qu'elles puissent représenter un public, mais elles ne peuvent pas représenter le public ultra-orthodoxe. Donc, un problème, comme Ayelet Shaked est arrivée là où elle est allée et elle d'autres. Donc, c'est très bien. Aller vers là où vous voulez et vous pourrez représenter qui vous voulez, mais vous ne pouvez pas nous représenter l'opinion que nous représentons. Alors, la Torah nous représente. Je voudrais, si vous me permettez, parler de vous et de votre engagement social, justement, de ce qu'on fait en coulisses, de ce que vous faites en coulisses. Parler de cette Yafa, enfant, qui à l'âge de 8 ans perd sa maman, puis très rapidement son papa, et vous évoluez sans parents. Est-ce que c'est ça qui a fait de vous quelqu'un de très actif socialement? Vous avez aujourd'hui une école avec 500 jeunes filles qui sont en situation problématique, dirons-nous, ou en détresse, et vous vous occupez d'elles, et vous les mettez sur le marché du travail, et vous leur apprenez les choses élémentaires comme les choses les plus importantes. C'est de là, vous pensez, que vous tirez cette force et cette envie d'aider l'autre? Écoutez, ça commence par le foyer. D'abord, je suis venue d'un foyer de justice et d'amour. Mon père était un grand juif, c'était un juge, il était écrivain, il était rabbin, il était scribe, donc il a été... C'est peu d'années que j'ai vécu avec lui parce que j'étais jeune quand il est parti, mais ce que j'ai vécu à ses côtés m'a suffi pour me donner profondément ce regard au loin. Et j'ai toujours rêvé ces quelques années que lorsque je serai grande, je ferai de grandes choses. Je ne savais pas quoi à l'époque. Je ne savais pas non plus ce que l'avenir me réservait. Et c'est ainsi que ça s'est présenté. Ça n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours
votre choix, mais c'est arrivé de telle manière. Et donc, en effet, les choses sont liées. En effet, sont liées à mon passé. Au-delà du passé, il y en a qui parlent d'autres choses à propos du passé. Et moi, j'ai été vers le positif. Et le Tout-Puissant m'a amené quelque chose, à savoir qu'il ne suffit pas de vouloir, mais tout à coup, vous devenez l'épouse de quelqu'un qui est actif dans le public. Et c'est pour moi peut-être l'occasion qui m'a permis de donner aux autres les chances que moi je n'ai pas eues quand j'étais petite fille. Donc j'avais un rêve en effet, me disant que si j'avais l'occasion, je ferais tout mon possible pour ces jeunes filles en détresse. Alors que, bon, attention, j'ai eu une belle enfance malgré le manque de parents. Tout s'est quand même bien passé. Mais j'ai pris cette mission sur moi d'aider des jeunes filles en détresse ou qui venant de familles en détresse, les familles monoparentales, etc. J'ai commencé à travailler au niveau public pour cela, pour les aider, pour les faire sortir du cercle de la pauvreté. Donc, ma première activité publique a été d'aider les personnes les plus pauvres, de donner des dons, de faire des dons, d'aider les jeunes couples, d'aider les familles monoparentales, les familles en détresse. Et c'est là que j'ai commencé. Et de là, je suis arrivée à quelque chose de très important. Je suis arrivée à ce point de les faire sortir du cercle de la pauvreté, pas seulement en leur donnant, mais en les formant professionnellement, en disant donnons-leur non seulement les poissons, mais la canne à pêche pour les pêcher, parce que simplement les nourrir ne sert à rien. Et même si c'est difficile, même si ces jeunes filles ont du mal à étudier, je veux les aider à étudier pour qu'elles puissent aller pêcher leurs poissons. Et je peux vous dire aujourd'hui que je peux dire avec beaucoup d'émotion et de satisfaction qu'après 28 ans d'action éducative, après être passé de ce don à l'éducation pour faire sortir ces jeunes filles du cercle de la pauvreté, la seule façon de faire sortir les familles de la pauvreté, c'est de leur permettre d'étudier, de leur permettre de regarder le monde en face, ne pas venir de ce monde de la pauvreté où elles n'ont qu'une possibilité d'arriver là où elles le souhaitent. C'est ce qu'on retrouve aux chasses, malgré le fait que cette façon de donner les coupons alimentaires, etc., elle ait parfois été décriée aussi. Yafa Derry, je voudrais poser une question qui fâche, mais qu'on est obligé de poser. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pointent du doigt les condamnations de vos maris, les condamnations de votre mari, les condamnations pénales, et le fait qu'il continue dans le service de la nation, qu'il puisse éventuellement prochainement aussi être ministre malgré ces condamnations? Qu'est-ce que vous y répondez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir? Vous en avez une tribune. Écoutez, c'est une question effectivement provocatrice, mais je vais vous dire une chose. Le fait qu'on repose et encore ces questions, et toujours et encore, alors que nous devons savoir que l'on poursuit cette personne depuis 30 ans et plus. Pourquoi? Alors revenons en arrière. Pourquoi est-ce qu'on le poursuit? Eh bien justement à cause de la peur qu'on a vue chez cet homme qui faisait tellement de bonnes choses quand il était jeune. On parle d'il y a 35 ans, quand on a identifié le fait qu'il allait arriver au plus haut niveau, on a voulu l'en empêcher. Ceux qui veulent l'empêcher, je les comprends. Cette problématique, cette peur peut faire qu'on arrive à des choses tellement cruelles comme la poursuite d'une personne. Et moi, je peux vous le dire, je suis sa femme et je sais ce qu'il fait. Ça n'est pas par hasard que nous avons 11 sièges, 11 mandats malgré tout, parce que le public a voté et a prouvé que c'est lui que l'on veut, parce que c'est un dirigeant qui est le dirigeant de très grands publics et pas seulement pour son secteur. Il a été un des meilleurs ministres de l'Intérieur alors qu'il avait seulement 27 ans. Il a eu les fonctions les plus respectables au cabinet de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on voulait l'avoir On ne renie pas son génie. On est juste en train de poser la question, est-ce que vous comprenez les critiques qui viennent à son encontre? On ne renie pas son génie, Rabin lui-même le disait. Non, pas son génie.
c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'ouvrages. Moi, je l'ai dit et répété, on le poursuit. Et vous savez, aujourd'hui, on peut regarder. Aujourd'hui, on a encore un exemple vivant de la manière dont on poursuit un Premier ministre. On pensait que c'était seulement nous que l'on poursuivait. Mais vous voyez, aujourd'hui, on poursuit les gens qui réussissent, les gens qui ont un grand avenir, les gens que le public veut avoir. Et donc, les gens ont beaucoup de mal à dire du bien et à soutenir. Le Premier ministre n'est pas vraiment considéré comme orthodoxe, donc il fait encore partie de la clique des laïcs. Mais quand vous prenez une personne ultra-orthodoxe qui vient de la yeshiva et qui est arrivée là où est arrivée, beaucoup de gens, ça leur fait peur. Alors dès le départ, on s'est dit ce serait très facile de lui couper les ailes quand il était encore tout petit. Mais ils n'y sont pas arrivés et ils n'y arriveront pas. Vous savez ce qui est écrit chez le roi David, eh bien, la pierre du fondement est devenue la pierre qui a construit le temple. Et je vous garantis qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé grâce à son travail et personne ne lui a fait de réduction. Merci à Gisèle pour la traduction. Et à Faderi, merci beaucoup. Vous restez encore avec nous. Je voudrais faire réagir Hakim Arif au Maroc, Michael Darmon à Paris. Michael, en 2 mots vraiment pour laisser un peu de temps à Hakim pour réagir. Écoutez, en 2 mots, comme j'ai pas pu pour des raisons techniques écouter l'essentiel de cet entretien, je ne vais pas pouvoir commenter plus avant. Simplement, j'ai compris que voilà, Madame Derry représente aussi maintenant ce judaïsme religieux qui arrive maintenant au plus haut niveau encore au gouvernement. Et on verra quelle est la progression vers la place de la femme qui sera donnée dans la nouvelle composition donc, gouvernementale. Hakim, la parole est à vous pour quelques secondes, 45 secondes. Oui, je suis fasciné par cette dame parce que déjà elle a du caractère, mais il semble qu'elle aide beaucoup son mari dans ses décisions, contrairement à ce qu'il dit. Ce qu'elle fait pour les filles, c'est extraordinaire, c'est bien. Mais moi, je suis un peu gêné par cette place quand même donnée à la femme en général en politique. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre aujourd'hui. La lutte continue donc, Yafa Derry, en coulisses comme sur le devant de la scène. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour tout le travail parce qu'avec 11 mandats, il y a du boulot et du pain sur la planche. Merci beaucoup.